Pour commencer notre émission, il faut savoir que le Parti travailliste a tenu une réunion extraordinaire la semaine dernière. C'était ici à Nouméa. Un des points importants, c'était par exemple le boycott du comité de signataires par l'Union calédonienne, mais aussi le déplacement du parti, du mouvement Union calédonienne du côté de l'ONU. Quelle est l'appréciation de ce genre d'opération? Comment appréciez-vous donc cette opération? Alors, effectivement, le Parti travailliste a tenu un directoire politique élargi. Après les élections, on avait décidé d'en tenir un certain nombre, réunions bilan, réunions préparation pour le prochain congrès. Et évidemment, dans ces réunions, on évoque aussi l'actualité politique. Et ces derniers temps, l'actualité politique a été marquée par le comité des signataires, donc, qui a focalisé un peu l'attention politique du pays. Il se trouve qu'à l'occasion de ce comité des signataires, effectivement, l'Union calédonienne n'a pas participé. L'Union calédonienne a décidé de boycotter ce comité des signataires. Alors effectivement, nous avons été amenés à analyser ce positionnement de l'Union calédonienne et le Parti travailliste qui partage avec l'Union calédonienne l'ADUS, l'engagement dans la commission citoyenneté politique qui suit les dossiers des listes électorales, des corps électoraux. Eh bien, nous avons compris l'importance qu'attachait l'Union calédonienne à la question des listes électorales, puisque nous aussi, nous avons pris position sur cette question-là et que nous avons dénoncé les listes électorales qui, pour nous, ont été établies de manière illégale. Et j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure, mais c'était pour nous une raison très importante de marquer le coup, et quelle meilleure opportunité que le comité des signataires. Et je crois que dans la stratégie politique qui en découle, on peut dire que c'était une bonne chose. La preuve en est, c'est qu'il y a eu ce déplacement à l'ONU, mais à l'issue duquel la délégation calédonienne a été reçue, et de quelle manière, au plus haut niveau de l'État. Donc, c'est à ce genre de choses qu'on peut remarquer l'importance qui a été donnée à cette entrevue, à ces rencontres, en dehors du comité des signataires. Le comité des signataires, c'est la rencontre officielle, solennelle. Or, ceux qui sont partis dans la délégation de l'Union calédonienne, les différents responsables de l'UC, ont pu avoir accès aux plus hautes autorités de l'État, comme je viens de le dire. Et donc, on a approuvé la démarche. À ce directoire politique élargi, on a eu une intervention de M. Roquamitan, qui est venu pour nous faire un compte-rendu du déplacement à l'ONU et à Paris. Et les informations qu'il nous a données nous ont montré que c'était vraiment très intéressant, et que la démarche devait être faite, et notamment au niveau de l'ONU, qui aujourd'hui est appelée par le mouvement indépendantiste kanak à s'engager dans le suivi de ce qui va se faire jusqu'au référendum. Et on mesure mieux aujourd'hui l'importance de la réinscription du pays sur la liste des pays à décoloniser, sur la liste de l'ONU. Et donc, je crois que ça a été vraiment une bonne chose, quoi. Donc, l'ensemble, boycott du comité signataire, déplacement ONU, déplacement Paris, nous, on a approuvé. Il y a une demande de l'Union calédonienne pour qu'il y ait encore la venue de l'ONU, notamment sur la question des listes électorales spéciales.
On a l'impression maintenant que le mouvement indépendantiste, et notamment l'Union calédonienne, tend beaucoup plus à demander à l'ONU et oublier un peu le rôle de la France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aussi? Mais je crois qu'on a dans le passé plus privilégié la relation née des accords successifs, Matignon-Dino d'abord et Nouméa ensuite, et peut-être négligé l'ONU, à part quelques pétitions régulièrement qu'on devait se faire ces pétitions-là, mais on s'aperçoit aujourd'hui, compte tenu du fait que les 10 partenaires des différents accords, ils n'ont pas respecté l'esprit des accords. Hein. J'ai eu l'occasion de le dire hier dans les débats au Congrès. Mais sur la question des listes électorales, et là je voudrais prendre un petit temps sur cette question-là, ça a été véritablement une opération de fraude électorale. Et je choisis mes mots pour le dire, on verra si ceux qui sont concernés par ça donnent une suite judiciaire. Mais en tout cas, moi j'estime que c'était une fraude électorale légalisée. Quand vous n'avez pas le moyen de contrôler les inscriptions sur la liste, n'importe qui peut être inscrit. Le seul moyen de contrôle, c'est a posteriori. C'est par les commissions administratives de contrôle. Mais la composition de ces fameuses commissions administratives de contrôle ont montré quoi? Ont montré qu'il y avait une majorité qui votait toujours contre le recours introduit par les indépendantistes, les contestations sur les inscriptions. Donc, toutes les inscriptions étaient validées, parce que la commission a voté en nombre. Donc, c'est un acte, je dirais, administratif qui méconnaît et qui détourne l'accord politique. Lorsque les législateurs français au Congrès de Versailles décide de geler le corps électoral, c'est pour répondre à la demande des indépendantistes. Donc, je rappelle au passage que c'est sous la droite, c'est sous la présidence de Chirac qu'est voté le gel du corps électoral. Et donc, ici, ils n'ont jamais accepté, parce qu'ils sont restés toujours positionnés sur le corps électoral glissant, sur les fameux 10 ans. En attendant, entre 1998 et 2007, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inscrit les gens. Ils ont inscrit les gens. Ceux qui se présentaient pour être inscrits, ils les ont inscrits. Après coup, quand on a commencé à contester, eh bien, qu'est-ce qui nous restait comme moyen à partir de quoi on pouvait contester ces inscriptions? À partir du lieu de naissance. Et donc, quand on a les camarades, et je salue leur travail, leur engagement, et notamment une camarade comme Madeleine Nounou, qui a vraiment fait un énorme boulot, donc avec l'assistance de Mathias Chocha, quand ils ont décidé de faire ces contrôles et qu'ils ont repéré les gens à travers le lieu de naissance, ça c'est pas du tout xénophobe, ni un rejet des gens, non, c'est un élément qui nous permettait donc de soulever la contestation. Quand ils sont arrivés devant la commission, alors on a entendu ce que devant la commission, donc la commission d'emblée a décidé que c'était bon. Donc ils ont voté, la composition, y compris les magistrats, y compris le représentant de l'État, ont toujours voté pour valider. Mais en faisant ça, certes, ils ont dû valider les contestations, les inscriptions illégales. Alors nous, on a fait quoi derrière? On a introduit des requêtes au tribunal. Et là, le tribunal nous a répondu, vous avez la charge de la preuve. À vous d'apporter la preuve que ce sont des inscriptions illégales. Comment faire si on n'a pas accès au dossier à la mairie? Ça, je disais que c'est une fraude électorale légalisée. Et ça, donc, nous travaillons ensemble dans cette commission-là avec nos Calédoniennes et la DUS. On a une position commune et on continue à aller jusqu'au bout. Donc, ensuite, on est parti en cassation. Mais là encore, ça a été un artifice, au niveau du tribunal de Nouméa, qui a fait que le Conseil constitutionnel a rejeté nos requêtes. Mais elles ont de nouveau été introduites. Je pense que les camarades ont refait donc ces requêtes auprès je crois que c'est du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Et donc ça suit son cours, et ça on ne lâche pas, parce que c'est quand même plus de 6000 voix dans le Sud. Je rappelle que déjà, nous avons loupé le siège supplémentaire dans le Sud d'une 40aine de voix.
Mais avec ces plus de 6 000 voix supplémentaires qui n'auraient pas dû voter. Donc l'objectif qu'on avait de gagner la majorité au Congrès aux dernières élections était possible.